Bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver sur El Magharibiya pour ce nouveau numéro de Microscoop. Merci pour votre fidélité. Le replay de toutes vos émissions sur notre page YouTube notamment et sur nos réseaux sociaux. La semaine dernière, nous évoquions et nous revenions notamment sur cette rencontre qui a lieu en Tunisie à Carthage entre la Libye, la Tunisie et l'Algérie. Les trois chefs d'État se sont réunis, notamment pour certains qualifiés de sommet, pour d'autres réunions consultatives, notamment peut-être de réunir un futur petit Maghreb ou grand Maghreb. On a longuement évoqué cette actualité la semaine dernière. On se rappelle donc Abdelmadjid Tebboune, président algérien, avait évoqué donc une nouvelle étape pour l'Afrique du Nord vers un grand Maghreb, la construction d'un grand Maghreb, une ouverture des portes, ouverture d'esprit, puisque le président algérien avait dit qu'il n'avait rien contre personne et que la porte était ouverte à tout autre pays, donc ce qui pouvait aussi comprendre le Maroc et officiellement la Mauritanie qui font partie du Grand Maghreb. Donc la semaine dernière, le Maroc n'a pas été convié et pour certains, la Mauritanie aurait aurait refusé son absence. Mais voilà, encore une fois, coup de théâtre. On va revenir sur la fin puisque l'APS, l'agence officielle, l'agence presse-service officielle donc de l'État algérien, fait sa sortie hier avec un article puisqu'elle qualifie vraiment elle dit clairement que l'union du Grand Maghreb est donc mort. On n'est plus dans la capacité de le réanimer pour être clair, pour reprendre ces mots. On écoutera un extrait tout à l'heure et l'APS qui qualifie clairement cette rencontre qui a eu lieu la semaine dernière donc à Carthage, ni la Mauritanie ni le Maroc, cette rencontre qui remplace officiellement donc l'union du Grand Maghreb. On va y revenir avec nos invités. Alors certainement une réponse directe au Maroc, puisque au sein de l'APS, il est évoqué aussi un certain nombre de raisons qui font que selon l'APS, maintenant depuis 30 ans, depuis sa création en 94, donc le Grand Maghreb est mort. Donc ici, une colère contre le Maroc via l'APS. Donc on y revient avec nos invités. Et puis la question qui se pose en début d'émission, ici un point de vue totalement différent de celui du président de la République algérien, Abdelmadjid Tebboune, la semaine dernière, qui dit clairement qu'il n'a rien contre personne, que les portes sont ouvertes. Et là, on se rend compte, encore une fois, que les avis sont différents. On va se poser des questions derrière ces déclarations contradictoires. Cela pose de vraies questions. Qui dirige réellement l'Algérie? Et puis nous essayerons aussi de voir peut-être avec ces régimes au Maroc, la Libye, l'Algérie, la Tunisie aussi qui sort un peu d'une crise. Mais on n'oublie pas aussi que Kais Saïd est qualifié aussi par certains d'autoritaires et de dictateurs. On sait combien aussi le régime algérien pose question. Le degré d'illégitimité aussi d'Abdelmadjid Tebboune pose aussi des questions. Est-ce que le Grand Maghreb, notamment celui des peuples, comme l'évoque l'appel du 1er novembre 54, est-il possible au sein de ces régimes? Ce sont des questions qui se posent bien évidemment ce soir. Analyste politique, spécialiste des questions internationales, Hamid Lelou, bienvenue, vous êtes à Washington aux États-Unis. Bonsoir, c'est Chaban, merci pour l'invitation, bienvenue à tout le monde ainsi qu'à vos invités. Merci infiniment et nous avons normalement le plaisir d'avoir donc Abderrahim Moussaouel, enseignant, militant politique. Bonsoir Abderrahim Moussaouel, bienvenue. Bonsoir Chaban, bonsoir Monsieur Lelou, bonsoir à tous les téléspectateurs d'El Magharibiya, l'équipe technique et merci pour cette invitation. Merci à tous les deux d'être là. Donc on parle de diplomatie et puis on viendra aussi d'un point de vue général. On sait combien la diplomatie algérienne a plutôt avancé à tâtons, navigue à vue, instabilité pour certains à quelques semaines maintenant des présidentielles algériennes. On essaiera aussi de comprendre à quoi pourrait rimer aussi cette réunion qui, on le rappelle, peut aussi avoir un côté positif à réunir les pays d'Afrique du Nord, notamment peut-être pour, comme le stipulait à l'époque en 94. Donc voilà, cette réunion pour de l'économie, la circulation des biens, mais aussi des personnes entre les peuples. On va revenir sur cette infographie, notamment la sortie de l'APS, c'était hier. L'APS prédit officiellement
dans un article, la mort de l'Union du Maghreb et annonce la naissance d'une tripartite pour le remplacer. L'organe officiel algérien souligne que la naissance du groupe des Trois à Carthage est une réponse directe au Maroc. L'APS a dirigé curieusement toute sa colère contre le Maroc, et non contre la Mauritanie, qui est aussi absent de cette initiative. Les accusations de l'agence reflètent un point de vue algérien contraire à sa position officielle. À plusieurs fois, l'Algérie a insisté que cette initiative n'est dirigée contre aucune partie, et que l'adhésion à cette initiative est ouverte à quiconque qui le souhaite. Lancer des déclarations contradictoires pose de vraies questions sur « qui dit quoi officiellement » en Algérie. L'agence officielle insiste que l'Union du Maghreb est une entité en état de mort cérébrale et ne pourrait être réanimée. Les critiques de l'APS se sont dirigées contre certains pays voisins, l'accusant d'ingratitude et de comportements hostiles. Tant que le Maroc, selon l'agence, est sur le banc des accusés, cela veut dire que l'initiative l'exclut de facto. Elle a conclu d'un ton menaçant que l'établissement d'un autre grand Maghreb est passé à l'action, n'en déplaise à quiconque. N'en déplaise à quiconque, peut-on notamment évoquer d'ici d'un passage en force très rapidement. Je vous le disais, donc l'Algérie, la Libye, le Maroc, la Tunisie et la Mauritanie, donc l'Union du Maghreb arabe, donc dont le siège officiel, si je ne me trompe pas, est situé notamment à Rabat, qui a été fondée en février 89, créer des rapports de fraternité, je vous le disais, entre les États membres, les peuples, faciliter la libre circulation, notamment des biens et des personnes. Le Conseil des chefs d'État ne s'est donc pas réuni depuis 94-2024, vous l'avez compris, donc 30 ans de mort cérébrale, nous dit l'APS. Hamid Lelou, je vais commencer par vous. On avait le plaisir, notamment Nassad Joudi, mon ami confrère, avait le plaisir de vous recevoir la semaine dernière, notamment après cette réunion entre ces trois pays. Vous pouvez bien évidemment revenir sur ce rendez-vous, puisqu'il peut certainement avoir un côté positif. Mais on se rappelle, on l'écoutera certainement tout à l'heure, mais Abdelmadjid Tebboune, président algérien, qui disait clairement « Je n'ai rien contre personne, la porte est ouverte à tout autre État », qui pouvait aussi sous-entendre l'ouverture au Maroc. On va en parler bien évidemment, on connaît la situation entre les deux pays. Mais là, on sait que l'APS ne signe jamais. Quand vous avez lu l'article, c'est un changement de ton, changement d'orientation, c'est un nouveau discours ici, complètement contradictoire à celui du chef d'État algérien. Pas tout à fait, pas vraiment, parce que souvenons-nous, il y a quelques mois, il y a eu quand même un langage assez fort et assez grave. Souvenons-nous de cette formule point de non-retour. Point de non-retour au sujet des relations algéro-marocaines. Donc déjà, il y avait des annonces, peut-être par petites pites, comme on dit, par petits morceaux pour annoncer que réellement que si rien ne changeait, de toute façon, on allait pousser les choses et les faire arriver là où elles sont maintenant. Donc, c'est prévisible. Maintenant qu'ils disent qu'ils ont tendu la perche aux Marocains, c'est possible. En termes diplomatiques, d'ailleurs, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais ceci dit, moi j'appelle ça le rêve oublié des peuples de l'Afrique du Nord. C'est quand même un rêve. Les peuples, même pendant l'occupation française en 1958, je pense 58, 57, peut-être on se souvient de la création de l'étoile de l'Afrique du Nord à l'époque. Il y avait de grands messieurs à l'époque et tous les pays étaient sous occupation française et ils avaient décidé, ils avaient promis qu'ils allaient construire le grand Maghreb, mais à l'époque ils l'ont appelé l'Afrique du Nord. Maintenant, ils parlent de ce G3, le groupe de trois, Algérie, Libye, Tunisie. Est-ce que c'est une bonne initiative? Vous savez, il y a du bon et du mauvais parce que vous ne pouvez pas rester sans rien faire quand il y a un statu quo, quand il y a un vide. Et l'annonce de la mort au fait de l'humain,
c'était avant ça, c'était déjà à 94, comme vous l'avez annoncé. La dernière réunion remonte à 94, qui coïncide avec la fermeture des frontières terrestres entre l'Algérie et le Maroc. On ne va pas y revenir sur les causes et les tenants et les aboutissants de cet événement. Mais aussi, il faut se souvenir que le régime marocain avait quitté l'instance de l'Afrique, c'est-à-dire l'organisation de l'Afrique, de l'Union africaine, en 84. Ils sont revenus en 2017. Et là aussi, en 2017, les Marocains, à leur côté, ont annoncé la fin de l'Union du Maghreb. Et moi, ce qui est paradoxal et ce qui est choquant, c'est des jeux d'enfants. Ce que si vous allez maintenant là, il n'y a pas plus qu'une heure avant, j'ai été sur le site internet de l'Union du Maghreb. Le site, il est toujours là. Je ne sais pas qui paye pour entretenir le site, qui paye pour faire les activités. Le secrétariat permanent, comme vous l'avez annoncé, se trouve au Maroc. Il existe encore. Qui finance cette institution? Et il y a des membres de cette organisation qui voyagent, qui reçoivent et qui parlent au nom de l'Union du Maghreb arabe. Alors, ce cirque continue, mais malheureusement, ça, c'est, comme on dit, c'est le cirque des leaders ou bien des régimes de l'Afrique du Nord. Ce n'est pas le travail des peuples, malheureusement. Restez avec nous, Hamid Lelou. Je reviens à vous dans un instant. On va écouter Abderrahim Moussaouel qui est avec nous, le chef de l'État algérien qui s'exprimait donc la semaine dernière, il y a quelques jours notamment, et puis il disait clairement on exclut personne. Voilà. Alors, qui dit le Maghreb, vous l'avez compris, le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, la Libye. Donc quelque part, on peut aussi sous-entendre que les portes sont ouvertes à tout autre pays, notamment pourquoi pas le Maroc. On y revient dans un instant. On écoute le chef de l'État algérien. نديروا لقاءات في البداية بدون ما نقصي أي واحد نحاولوا نتلاقوا ننسقوا مع بعض نوحدوا كلمتنا في بعض المواضيع الدولية في بعض المواضيع في اتفاق على أساس نخلق كيان إن شاء الله فيها بادرة تاع خير إن شاء الله إن شاء الله. ماهيش موجهة ضد أي دولة. Abderrahim Moussaouel, avant peut-être d'entrer effectivement sur le rôle ou l'existence actuelle de l'Union du Grand Maghreb, Hamid Lelou nous parlait de ce site internet qui existe toujours, ce siège aussi au Maroc qui est toujours présent. Mais la semaine dernière, on avait tout de même tendance à entendre trois chefs d'État, mais notamment un président algérien, puisqu'on parle de l'Algérie ce soir, qui était plutôt optimiste, ouvert, qui n'avait pas spécialement d'attaque dans ses mots, alors que là, hier, l'APS sort un tout autre papier avec des attaques qui sont claires contre le Maroc. Je dis juste un exemple. Par exemple, à l'époque, le ministre marocain des Affaires étrangères, donc Monsieur Filali, avait annoncé le gel de l'Union Maghreb arabe et depuis, toutes les institutions de l'UMA ont été désactivées. Sans trop s'arrêter sur le Maroc, bien évidemment, c'est pas le but de la question, mais c'est surtout un peu de savoir à qui ont affaire les Algériens et les Algériennes. D'ailleurs, ils sont concernés aussi quand on monte un G3, quand on monte l'Union européenne. Parfois, il y a des référendums. C'est peut-être une deuxième question sur laquelle vous allez pouvoir vous exprimer, puisque vous êtes aussi pour un État souverain. Mais comment vous expliquez ces deux discours, le président algérien et puis ici l'APS, qui dit quoi, qui dirige, quels sont les organes officiels, Abderrahim Moussaouel? Avant de revenir sur cette question qui me paraît quand même essentielle, notamment dans la vie politique régionale de notre pays, je voudrais saluer toutes celles et ceux qui se sont toujours battus, que ce soit en Algérie ou ailleurs, pour que les travailleurs aient une dignité, vivent dans la dignité, vivent dans le respect de la personne humaine. Je parlerai toujours de la personne humaine, quel que soit le cadre, quel que soit le domaine, parce que nous sommes la veille du 1er mai, donc cette journée internationale qui nous permet chaque année
non seulement de célébrer, mais de rappeler les combats menés par les travailleuses et les travailleurs à travers le monde, et de montrer aussi que jusqu'à aujourd'hui, des travailleurs à travers le monde continuent de lutter pour une vie digne, pour une vie sociale, une vie politique, une vie culturelle respectée par les régimes, par les systèmes, par le patronat, par ceux qui nous gouvernent. Et puis, si je reviens maintenant à cette question de l'Union du Maghreb arabe, de cette réunion tripartite que l'on peut qualifier de tripartite entre Saïd, le président tunisien, Abdelmadjid Tebboune et El Menfi, le président de l'autorité libyenne. Il y a une question quand même à se poser avant toute considération. J'étais en train de parler des travailleurs, c'est-à-dire ceux qui constituent la base d'un monde du travail. Je me pose la question aussi sur la place du peuple dans toute cette équation. Je pense que c'est une question qui vient d'être posée. Où se trouve la Mauritanie, et puis ce pays dont la souveraineté a toujours été défendue par l'Algérie, à savoir le Sahara occidental. Est-ce que tout le Maghreb est convié? Est-ce que tous les pays de Thamazra, de l'Afrique du Nord, sont concernés? Est-ce qu'il n'y a pas de considérations géostratégiques, politiques, des clins d'œil et des rejets par-ci et par-là? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une course pour plus plaire aux puissances occidentales, sachant que le pays voisin, le Maroc, à sa tête bien sûr ce régime, le Makhzen, qui a normalisé ses relations avec Israël, est-ce que cela ne serait pas pris en considération? Donc ce sont des tas de choses légitimes, des tas de questions légitimes que, en tant qu'Algériens, en tant que peuple de Thamazra, de l'Afrique du Nord, nous devrions nous poser. Donc je voudrais aussi rajouter un élément essentiel, au-delà de l'absence, c'est-à-dire le fait de vouloir absenter volontairement le peuple. L'Algérie fait partie aussi d'une ligue qui est parlée officiellement, je veux dire, qui est appelée la Ligue arabe, et nous avons un pays, c'est-à-dire notre chère Algérie, qui continue de siéger, qui continue toujours de faire partie de cette Ligue arabe. Moi, il me semble que s'il y a des comptes à rendre, que s'il y a des comptes à régler, ce serait diplomatiquement, bien sûr, et pacifiquement, je dirais, ce serait par rapport à cette Ligue arabe qui, aujourd'hui, prouve de plus en plus que c'est une coquille vide, et que je ne dirais pas l'intégralité, mais la majorité des pays, notamment ceux du Golfe et ceux qui sont voisins, qui se disent voisins de la Palestine, aujourd'hui, ont tourné le dos à nos frères palestiniens. Donc c'est là qu'il faut montrer réellement sa force diplomatique, montrer sa force de la parole. Sinon, concernant les propos du président désigné de Moradi Abdelmadjid Tebboune et la sortie de l'APS, nous avons toujours pensé, et personnellement, je suis de plus en plus convaincu que finalement, entre un pouvoir néocolonial, un système néocolonial en Algérie, donc un pouvoir totalitaire, et sa presse aux ordres, sa justice qu'il a instrumentalisée, qu'il a réduite à un appareil judiciaire, et ses partis alliés, qu'ils soient de l'opposition ou des partis qui soutiennent ce régime, je pense que l'équation pour ce pouvoir, elle est réglée dans la mesure où, lorsqu'il s'agit de dire, lorsqu'il s'agit de prononcer des discours à l'endroit de l'international, bien sûr, on va faire en sorte de parler de la fraternité des peuples, de parler de l'union, de la nécessaire unité des pays du Maghreb, mais on donne le rôle à sa presse. Il n'y a pas que l'APS. Après l'APS aujourd'hui, c'est devenu une sorte d'interface à travers laquelle pas mal d'organes journalistiques, des organes écrits, la radio, la télévision ou autres, dont ils s'inspirent donc de cette APS pour déverser leur venin sur d'autres pays, notamment le Maroc, sachant qu'il faut faire la différence entre le Maroc du peuple et le Maroc du Makhzen, tel qu'on fait aujourd'hui la différence entre le Maghreb des peuples et le Maghreb des gouvernements. Vous avez des gouvernements qui vantent, qui nous chantent l'unité, qui nous chantent la fraternité, mais en réalité, il se passe des choses réellement, concrètement, qui sont loin d'être
qui sont loin d'être celles qui répondent aux aspirations du peuple. Je me pose la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a une différence entre les marasmes que vivent les peuples libéens, le peuple libéen, le peuple algérien, le peuple marocain, le peuple mauritanien, etc. Ce sont des peuples qui continuent d'être aujourd'hui sous l'emprise de régimes qui, à l'international, ils chantent la nécessaire union et la reconsidération des relations, l'ouverture des frontières, mais de l'autre côté, les peuples s'accordent sur une chose, c'est qu'il est nécessaire de changer pour mettre en place de vrais gouvernements qui respectent la dignité du travailleur, qui respectent la dignité du peuple. Merci Abdelrahim Moussawar, restez avec nous. Hamid Lelou, certains de tout temps, vous qui êtes aussi spécialiste des questions internationales, on peut prendre un exemple tout de même, on sait combien il y a eu cette période noire qui rappelle des souvenirs très douloureux, la France et l'Allemagne notamment, mais c'est pas pour autant que les choses n'avancent pas. Aujourd'hui, Vladimir Poutine est dans une situation très compliquée, mais ça ne veut pas dire que demain, il ne serait pas amené à rencontrer certains de ses homologues européens, notamment par exemple Emmanuel Macron, entre autres, mais aussi toute cette alliance qui s'est créée autour de l'Ukraine, par exemple. Est-ce qu'on peut tout de même demain imaginer une diplomatie notamment algérienne par exemple, qui franchirait le pas et qui à un moment donné dirait voilà, effectivement il y a ce problème par exemple du Sahara occidental, mais avoir une diplomatie digne de ce nom qui pourrait permettre notamment de faire avancer les choses. D'ailleurs, ça a été aussi reproché un peu la semaine dernière. Rien n'empêchait Kais Saïed, le président libyen, le président algérien, aussi de passer un coup de téléphone et notamment pour ce rendez-vous de se réunir tous ensemble. Oui, la comparaison que vous venez de faire entre la France, l'Allemagne, même le cas de la Russie, c'est très légitime, c'est très actuel. Mais il y a un autre exemple qui est beaucoup plus frappant et beaucoup plus présent, c'est le litige qui existe entre les États-Unis et la Chine. Exactement. Un grand litige sur la suprématie mondiale, sur l'hégémonie mondiale. Une compétition extraordinaire entre les deux superpuissances actuelles, en plus économique et militaire, et géostratégique et géopolitique. Et même plus que ça, les deux pays ont un litige qui est très très important autour de Taïwan, où il y avait des fois où il y avait des menaces militaires, où l'espace aérien de Taïwan a été violé par les avions de chasse chinois qui se sont retrouvés nez à nez avec des chasseurs américains, où il y a eu des manœuvres militaires maritimes entre Taïwan et les États-Unis aux limitrophes des eaux territoriales chinoises. Et pourtant, cette semaine, Blinken était en Chine. Les responsables chinois viennent souvent aux États-Unis, les responsables américains vont en Chine. Nous avons le partenaire économique le plus important, c'est la Chine, avec une balance commerciale déséquilibrée en faveur des Chinois. Et je continue. Et alors justement, je vous garder la parole. C'est bien de nous avoir donné ces quelques exemples. Mais rapidement, c'est vrai qu'on a vu notamment dans le cadre de ces 5 années de mandature pour Abdelmadjid Tebboune, parfois il y a même eu des réactions disproportionnées sur des petites situations, pour ne pas les citer, quitte à fermer vraiment des circuits aériens, à des rapatriements. Est-ce que demain, en parlant de l'Algérie notamment, ça serait possible? Je vous pose cette question à tous les deux pour essayer de comprendre, est-ce que réellement demain, avec ce rendez-vous qui pourrait peut-être émerger et germer une bonne nouvelle, à ce qu'il y ait vraiment un grand Maghreb des peuples, comme ils l'ont souhaité, notamment le 1er novembre 1954. On y reviendra certainement avec Abdelrahim. Mon cher Chaban, comme vous me connaissez, j'essaie d'encadrer mon analyse évidemment, je vous en prie, pour que les gens le comprennent. J'ai donné cet exemple concret des Américains et des Chinois pour expliquer que malheureusement, on ne peut pas comparer les torchons et les serviettes. C'est malheureux à dire. Mais vous avez d'un côté deux superpuissances qui sont
autonomes qui sont souveraines, et de l'autre côté, vous avez deux régimes grabataires, caduques, le régime marocain et le régime algérien, qui n'ont pas de souveraineté. Et je rejoins notre ami Abdelrahim pour dire effectivement, ces deux régimes ne peuvent pas décider pour eux-mêmes. Donc ils consultent avec leur maître, on va dire, avec leur puissance, en particulier la France, qui joue entre les deux. Et je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, c'est la main étrangère, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à construire l'Afrique du Nord ». L'Afrique du Nord ne se construit pas à cause des Africains du Nord, que ce soit les régimes ou les peuples. Le jour où ils se mettront à travailler ensemble, ils vont faire quelque chose. Mais le problème, puisque maintenant nous vivons dans une situation de faits accomplis, parce que les faits sont accomplis, on n'a pas le choix, ces régimes nous sont imposés, ces régimes politiques, et ces régimes politiques, pour leur survie, ils peuvent pas cohabiter, ils peuvent pas vivre ensemble. Et maintenant, du côté technique, par exemple, la Constitution, comme vous l'avez rappelé pendant votre éditorial, s'est construite en 1989 à Marrakech. Et il y a un des articles justement de cette organisation, article 17, qui dit qu'aucun des pays membres ne peut supporter des groupes subversifs chez lui contre un autre membre. Et les Marocains reprochent ça aux Algériens. Et pourtant, ils avaient mis de côté cette histoire du Polisario. Pour le moment, ils ont dit on va avancer et cette histoire, on va la laisser du côté des Nations Unies. Le problème, la situation a tellement changé depuis 89, 94 et maintenant 2017 et maintenant 2024 que ce qui n'a pas été possible à l'époque, eh ben, c'est pratiquement impossible maintenant. On a la Libye qui est disloquée, on a deux pouvoirs, on a un à Tripoli, l'autre à côté de Derna à l'est. L'Algérie est affaiblie par ses problèmes à l'intérieur. Le Maroc, il est affaibli parce que aussi le roi, il est malade. Et aussi, il y a d'autres acteurs internationaux qui sont apparus sur la scène de l'Afrique du Nord qui n'étaient pas là. En outre, l'entité sioniste, les Émirats arabes unis, le Qatar et aussi la Turquie. Donc, les influences et les interférences régionales et géopolitiques qui essaient d'interférer dans la région font que cette constitution de l'Afrique du Nord est quasiment impossible. Et je rejoins enfin notre ami Abdelrahim, tant que les peuples ne sont pas libérés, c'est difficile de construire quelque chose quand les peuples ne sont pas associés. Et enfin, vous avez cité le cas de l'Europe. À chaque fois qu'il y a une décision dramatique, une décision importante qui concerne les Européens, le peuple est appelé au référendum. Donc, Abdelrahim Moussawad, des qualificatifs ici employés par Hamid Lelou, des régimes caducs, grabataires, une absence de souveraineté. Ce sont aussi des éléments que vous reprenez, notamment sur ces régimes, ces systèmes, ces diplomaties. Alors, quand on parle de diplomatie, c'est de garder de bons rapports avec des États voisins, les États du monde entier en vue d'un développement, celui en tout cas du pays, pour le bien des peuples. Aujourd'hui, est-ce que réellement avec ces systèmes, notamment ces régimes et celui aussi de l'Algérie actuelle, l'Algérie nouvelle, du président algérien, est-ce que vous pensez que on peut penser à une période de bon présage pour l'avenir, ou que tout ceci est réellement peut-être une mise en scène, même si il y a une bonne volonté de la part de l'APS, pour ces trois présidents notamment, se lancer dans une initiative résolue qui non seulement a le mérite d'exister, nous dit l'APS, en G3, mais également de sceller une union stratégique pour les mutations régionales et internationales. Il me semble que nous sommes face à des situations qui sont tellement complexes qu'il faut prendre, à mon avis, les choses, c'est-à-dire étape par étape. Dans la mesure où les équilibres qui se font aujourd'hui dans le monde seraient éventuellement en train de changer, l'ordre mondial qui est en train de changer et que les anciennes puissances ne veulent pas
ne veulent pas perdre, c'est-à-dire elles ne veulent pas en perdre l'essence traditionnelle, celle d'avoir des puissances, que ce soit orientales ou occidentales, donc là je parle des deux blocs de l'Est et de l'Ouest, et d'avoir des régimes alliés dans certaines régions qui sont assez sensibles mais assez importantes dans tout ce qui est gestion des affaires économiques, le déplacement, donc le transfert de l'énergie, de tout ce qui est énergie renouvelable, etc. Donc là, il y a ces puissances mondiales qui ne veulent pas que cette configuration ancienne change, mais de l'autre côté, il y a des peuples, il y a des pays émergents qui veulent créer de nouveaux blocs, etc. Si on se dit souvent que si la construction de nouveaux blocs qui sortent de la méthode traditionnelle pour donner plus d'énergie, pour au lieu que ce monde soit bipolaire, pourquoi pas un monde multipolaire, mais toujours dans le respect de la dignité de la personne humaine. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, il me semble que concernant le mot diplomatie que l'on emploie ces derniers temps, surtout avec ce qu'il se passe sur le plan régional et international, on ne peut pas être diplomate, respectablement diplomate, si on n'est pas diplomate avec son peuple. Être diplomate avec son peuple, c'est de mettre en place des institutions légitimes. Comment veut-on construire des institutions, disons, régionales, c'est-à-dire entre les pays du Maghreb, les pays de l'Afrique du Nord qu'on appelle aussi Femezra, comment veut-on les construire de façon légitime alors que des institutions qui sont dans les pays, les trois pays, puisque là on parle de la Libye, de la Tunisie et de l'Algérie, ces institutions qui sont là ont été confisquées par des systèmes totalitaires. Ça, c'est un vrai problème de légitimité. On revient d'ailleurs, lorsqu'on regarde les systèmes qui ont été mis en place le lendemain des indépendances, que ce soit au Maroc, en Tunisie en 1956, ou même l'Algérie après la confiscation de la réelle indépendance obtenue par nos grands-parents, Chouhada ou Shahidet, qui ont libéré le pays du joug colonial. Le lendemain, cette indépendance a été confisquée. Il y a eu directement, et puis je pense que ça, c'est-à-dire c'est à l'unanimité, on s'accorde sur le fait que le groupe de Oujda a repris le pouvoir par la force en assassinant des citoyens, des citoyennes, donc pour se maintenir, pour s'imposer comme système de gouvernance. Sans oublier un élément essentiel, Chaban, si tu le permets, de grandes femmes, de grands hommes politiques en Algérie qui nous ont montré le chemin de la lutte démocratique, qui parlaient plutôt des forces compradores. Vous savez, quand on parle de régimes, de systèmes qui sont finissants, c'est parce que il y a eu à une certaine époque des forces compradores dont on a assuré la pérennité du côté de l'Occident, bien sûr, c'est-à-dire les pays occidentaux, les puissances occidentales. Il y a un rapport de donnant-donnant. C'est quoi ce rapport? C'est que on vous assure une pérennité, on vous assure une protection internationale, et dès qu'il s'agit de vos intérêts qui sont touchés, on est même capable d'insulter l'intelligence du peuple. Et de l'autre côté, ces forces compradores, elles assurent le maintien de la puissance économique de ces puissances mondiales occidentales en se servant bien sûr des richesses naturelles, des richesses souterraines que l'on trouve dans ces pays, notamment quand vous regardez ce qu'il y a en Libye, ce qu'il y a en Algérie, ce qu'il y a au Mali et dans tous ces pays de l'Afrique du Nord. C'est une façon pour ne pas dire toute l'Afrique, qui est aujourd'hui, ça a toujours été le cas, un continent qui pourrait alimenter les 5 continents, les 5 continents dans le monde. Donc tout est une question, on revient à la question de l'histoire, de la légitimité, de la réelle indépendance, du respect de la personne et de la dignité humaine. Je me permets de dire ça parce que lorsqu'on vante sa politique internationale, lorsqu'on vante sa puissance régionale et qu'on regarde aujourd'hui, est-ce que le peuple algérien, est-ce que les travailleurs, est-ce que les salariés sont capables de subvenir à leurs besoins les plus élémentaires, je pense que c'est à partir de là qu'on doit commencer la construction. C'est à partir de là qu'on peut parler d'un pays puissant. Un pays puissant, c'est lorsque son peuple a la liberté d'expression, c'est lorsque ses citoyens respirent la liberté et puissent se subvenir à leurs besoins les plus élémentaires. Et comme ça, on pourrait se projeter à l'international. Je reviens à vous, Abderrahim Moussa Wels. Si on entend votre analyse, je vais laisser réagir Hamid Loulou. Ça veut dire que
qu'aujourd'hui, alors certains bien évidemment disent qu'une Algérie change. On entend certains invités aussi disent que voilà qu'Abdelmadjid Tebboune depuis 5 ans a fait bouger les codes, nouvelle Algérie, certaines institutions se sont mises en place. Enfin, on pourrait donner comme ça plusieurs exemples. Vous pouvez aussi réagir là-dessus. Mais à vous entendre, Abdelrahim Moussawel, et je voudrais que notamment Hamid Elou réagisse. Une bonne politique à l'international doit refléter avant tout un système national, une politique nationale de vraies orientations, des enjeux bien posés pour la nation avant peut-être de pouvoir s'imposer, proposer, être crédible aussi, notamment dans le cadre de ce rendez-vous qui devrait notamment se poursuivre en 2025. Hamid Lelou. Je suis tout à fait d'accord. La politique internationale, la diplomatie, c'est le miroir et le reflet de votre politique intérieure. Vous ne pouvez pas... vous savez, ce n'est pas forcément que la légitimité. La légitimité, elle a aussi... On peut la comprendre sur plusieurs choses parce qu'on peut se contredire. La Chine, que j'ai donné comme exemple, elle est très crédible à l'international. C'est une puissance économique, elle est en train de devenir une puissance militaire. Et pourtant, il n'y a pas de légitimité politique à l'intérieur, c'est un système dictatorial, il n'y a pas de liberté d'opinion, il n'y a pas de démocratie. Donc, il faut qu'on fasse très, très, très attention. Et c'est pour ça que moi, rappelez-vous, à chaque fois j'insiste, nous n'avons pas une dictature militaire en Algérie, nous avons un régime politico-policier. Et c'est ça la grande différence. Ça, c'est d'un. De deux, le problème de l'Afrique du Nord, puisqu'on parle de l'Afrique du Nord est en train de vivre un paradoxe, indépendamment de ce qui se passe à l'intérieur de chaque pays. Les systèmes politiques en Afrique du Nord font qu'ils se récroquevillent sur eux-mêmes. Ils ne peuvent pas vivre avec les autres. Ça, c'est d'un. De deux, ils sont en train quand même d'essayer de le faire. Alors, quelles sont les raisons? Pourquoi, par exemple, il y a cette initiative du G3, comme ils l'appellent? C'est une initiative de consultation. Ça n'a pas été déclaré comme un bloc qui a été créé. Mais à mon avis, c'est le paradoxe de la géopolitique, c'est-à-dire que les autres acteurs internationaux sont en train d'imposer certains choix à ces pays-là. Pourquoi? Parce que nous faisons, sur la scène internationale, nous faisons face à des réalités qui sont de plus en plus difficiles, entre autres l'immigration clandestine. Par exemple, l'Europe. Et le paradoxe est là. Quel est l'intérêt de l'Europe à ce qu'il y ait un groupe Afrique du Nord et quel est l'intérêt des États-Unis à ce qu'il y ait un groupe l'Afrique du Nord? Il y a deux choses qui sont diamétralement opposées. Pour les Européens, ce qui les intéresse, c'est la sécurité. C'est la sécurité du côté du bassin méditerranéen, côté sud de l'Europe. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de travailler avec les Algériens, les Tunisiens et les Libyens pour faire face à cette immigration clandestine galopante qui apporte toute l'insécurité, le trafic humain, trafic de drogue, trafic d'argent sale, etc., etc. Donc les Européens, ils sont en train de pousser, et d'ailleurs l'Italie en première, l'Italie qui est en train de pousser pour la constitution de ce groupe G3. Mais de l'autre côté, l'Europe, et d'ailleurs je prends les pays individuellement, l'Espagne, la France et l'Italie, ça ne les intéresse pas d'avoir un bloc Afrique du Nord, économiquement parlant. Ils préfèrent pas travailler avec des pays individuellement et c'est pour ça qu'il y a ces accords spéciaux entre l'Europe et le Maroc, l'Europe et l'Algérie, l'Europe et la Tunisie. De l'autre côté, vous avez les Américains qui, eux, ils ont une autre approche. Vous allez être surpris, mais ce que j'entends ici à Washington, c'est que les Américains, ils aimeraient bien avoir un bloc économique Afrique du Nord parce que les États-Unis n'aiment pas faire le business avec des petits pays, ils préfèrent avoir des blocs. Donc ce paradoxe fait que ces initiatives, même si elles semblent être bonnes, parce que a priori, pourquoi pas, s'ils peuvent s'unir, même s'il n'y a que 3 pays pour commencer, et éventuellement on aura d'autres pays, pourquoi pas. Mais quelles sont les motivations derrière? Ça, c'est autre chose. Et enfin, j'aimerais bien apporter une clarification que j'avais faite la semaine dernière. La Mauritanie ne fait pas partie de ce groupe 3
pas parce qu'elle ne veut pas parce qu'elle n'a pas été invitée, mais parce qu'elle n'a pas le choix, parce qu'elle se retrouve piégée entre deux grands pays, la Mauritanie d'un côté, le Maroc, de l'autre côté, c'est l'Algérie, et ils ne peuvent pas aller avec quelqu'un, avec une partie pour en fâcher une autre. Et pour preuve, la Mauritanie jouit de relations individuelles bilatérales excellentes, aussi bien avec l'Algérie qu'avec le Maroc. Et d'ailleurs, enfin, pour finir sa petite lecture, la Mauritanie a encouragé l'Algérie à ouvrir officiellement la frontière avec Tindouf et Ouarzazate, pas Ouarzazate, j'ai oublié le nom maintenant, et la Mauritanie, parce que de l'autre côté, les Marocains avaient fait le forcing pour qu'il y ait une ouverture de frontières à partir de Ragragat et de Bir Gendouz du côté du Sahara occidental. Donc la Mauritanie est en train de jouer l'équilibre entre les deux pays. Elle n'est pas contre l'Union, mais elle n'a pas le choix. Le G3 est de ce fait un premier pas, un embryon pour créer cette alliance, dit l'APS, des pays d'Afrique du Nord, que la Mauritanie va rejoindre un jour. Je voudrais juste vous lire vraiment un extrait de 10 secondes aussi. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n'a jamais caché ses intentions dès qu'il s'agit de coopération, d'échanges politiques et économiques dans la confection de la feuille de route en tripartite. Il avait notamment, alors l'APS nous évoque, donc il avait précédé le sommet d'annonces telles que la création de 5 zones franches avec le Mali, la Mauritanie, le Niger, la Tunisie et la Libye précisément, même si dans le lot, certains de leur gouvernement sont dans une attitude hostile. Et bien, encore une fois, la PS aussi parle d'hostilité, d'attitude hostile pour certains pays. Abderrahim Moussawali, il nous reste 6-7 minutes. Est-ce que vous pouvez tout de même demain rester optimiste? Plusieurs pays d'Afrique, notamment du Maghreb, se sont soulevés, le Irak, notamment l'Algérie pour la dernière en date en 2019. Le Maroc aussi, à un moment donné, s'est soulevé. La Tunisie, bien évidemment, on se rappelle de la sortie de l'ancien chef d'État Ben Ali. Qu'est-ce qui pourra réellement, selon vous, demain créer cette union des pays arabes, union du Maghreb, celui des peuples? Est-ce qu'il y a un moment donné, il faut qu'il y ait un contre-pouvoir des peuples? Jusqu'à vous entendre, on se rend compte peut-être que ces régimes ne sont peut-être pas les mieux placés justement pour construire, fédérer, créer cette union du Maghreb ou même des pays arabes. Quand on regarde un peu l'histoire de ces pays, notamment de l'Afrique du Nord, du point de vue des régimes qui les gouvernent depuis les indépendances jusqu'à aujourd'hui, avec toutes les promesses qu'il y a eu, que ce soit au Maroc, en Algérie, en Libye, en Tunisie ou en Mauritanie même, avec toutes les promesses qui n'ont jamais été tenues, mais des régimes totalitaires qui ont toujours axé leur discours politique sur des conflits apparents, sur la fermeture des frontières, sur le mensonge d'État, sur sur une certaine vanité liée à la puissance militaire, à la puissance diplomatique de chaque pays, et que l'on regarde la réalité que vivent les peuples. Je pense que le temps et l'histoire leur ont donné toute la possibilité, toutes les opportunités, non seulement de faire quelque chose, non seulement de travailler, mais aussi de se corriger. Et l'une des opportunités, et là je peux parler du point de vue algérien, l'une de ces opportunités, des chances que l'histoire a données au pouvoir algérien de se ressaisir, de voir la réalité en face, c'est ce qu'on a vécu, c'est ce que nous vivons jusqu'à aujourd'hui, dans le cadre d'un hirak populaire, large, national et uni. Vous savez, dans le monde professionnel que je côtoie, j'ai souvent affaire à des personnes venues de l'étranger, donc j'ai affaire à des amis tunisiens, marocains, libyens, etc. Et vous savez que la situation sociale, économique que vivent nos concitoyens en Algérie, finalement, elle ne se
c'est-à-dire elle ne se différencie pas d'un iota de ce que vivent les autres peuples de l'Afrique du Nord. Ce qui fait que ce qui nous ramène aujourd'hui à une réalité nécessaire, la nécessaire réalité qui doit s'imposer, c'est celle d'ouvrir le champ politique médiatique, celle de laisser ce peuple respirer. On a souvent cru que les peuples de l'Afrique du Nord, notamment le peuple algérien, est rentré dans une soumission. C'est ce que les pouvoirs totalitaires ignorent. C'est ce que le peuple, quand il s'inscrit dans une sorte d'obéissance, cela ne veut pas dire qu'il a laissé tomber l'essence de son âme, l'essence de son esprit révolutionnaire. Parce que parfois, on peut donner l'impression d'un peuple obéissant, mais c'est dans le but de protéger un acquis, dans le but de protéger sa personnalité, dans le but de protéger sa nation, son pays. Mais viendra le jour, comme c'était le cas en février 2019, où ce peuple qu'on a longtemps martyrisé, qu'on a longtemps divisé, là je parle de toute l'Afrique du Nord, ces peuples qu'on a divisés, ces peuples qu'on a réduits à des entités sociales qui sont là dans une certaine soumission. Donc la vision, elle est erronée. C'est parce que ces peuples vont reprendre le flambeau un jour, ils vont nous montrer la réelle construction d'un Maghreb des peuples, d'un Maghreb des libertés, d'un Maghreb du respect de la volonté et de la souveraineté du peuple. Je voulais revenir juste sur un élément qui pourrait différencier le peuple algérien peut-être de la Chine. C'est ce qu'on disait toujours. Les Algériens ne sont pas obligés d'avoir des modèles de liberté, des modèles de démocratie. Parce que ceux qui étaient là depuis des millénaires nous ont montré que la personne humaine, que la concertation, que la discussion, que le respect de l'autre a toujours été le sens de nos sociétés. Et je pense que c'est ce qui nous permettra, ce qui nous aidera à voir les choses de façon plus claire et à construire. La construction, ce sera l'essence du Maghreb. Et je voulais dire, juste un dernier point. Je vous laisse terminer là-dessus. Je voulais dire aussi que tout à l'heure, tu me parlais de la souveraineté des nations. Effectivement, nos frontières, elles sont algériennes, mais nos cœurs, ils sont maghrébins, ils sont de Tamazra. Merci Abdelrahim Moussaouara. Restez avec nous pour finir les 2 petites dernières minutes. Hamid Lelou, un dernier mot peut-être sur cette diplomatie. Abdelmajid Tebboune termine son mandat bientôt. Parmi son mandat, on sait combien le pays a été isolé tout de même. On n'a pas le temps vraiment de refaire le bilan. Vous l'avez déjà assez fait. Mais est-ce que peut-être ça serait peut-être pas là une petite espérance aussi peut-être pour redorer la diplomatie algérienne selon vous, et peut-être n'y a-t-il pas un message politique aussi derrière puisque les élections arrivent? Oui, peut-être ils sont en train d'essayer de se rattraper, mais c'est peut-être un peu trop tard parce que moi aussi je me pose la question sur le timing de ce G3. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une information qui est tombé il y a quelques semaines, c'est que l'envoyé spécial, le diplomate sénégalais pour les affaires libyennes, l'envoyé spécial des Nations Unies, a démissionné. Et il a démissionné justement parce que le président de conseil présidentiel, celui qui s'est réuni avec Tebboune et le Tunisien, il avait participé à une réunion organisée par les Égyptiens sans que les Nations Unies ne soient informées. Et du coup, je me demande si c'est pas le début de la fin de ce conseil présidentiel. Et allez savoir, parce que les Sénégalais qui sont très très proches des Marocains, est-ce que le régime marocain essaye de torpiller le conseil présidentiel libyen? C'est ça la diplomatie aussi, c'est ce qui se passe derrière les rideaux. Et allez savoir. Hamid Lelou, merci d'avoir été avec nous en direct de Washington, donc spécialiste des questions internationales. Merci, analyste politique. Et Abdelrahim Moussaouara, merci aussi pour votre fidélité, enseignant, militant politique. Dans quelques instants, l'édito de Jamel-Din Benchenouf, mon ami et confrère. Et juste derrière, l'actualité continue avec mon autre ami confrère, c'est Jamel-Din Talable, équipe en régie. Merci infiniment pour le travail dans l'ombre. J'aurai le plaisir, je l'espère, de vous retrouver demain soir à 19h, heure algérienne, 20h, heure de Paris. Bonne soirée.